Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de votre journal. Nous aborderons ensemble les derniers résultats sportifs de nos équipes monégasques entre foot et beaucoup de basket, vous le verrez. Nous reviendrons sur la régate d'aviron organisée par la Société Nautique dans le port Hercule ce dimanche. Et puis nous ferons un focus sur la mobilité à Monaco, entre l'ouverture du parking des Salines, l'inauguration de la nouvelle sortie d'autoroute à Beau-Soleil et ses conséquences sur le trafic à La Turbie, mais également des explications sur le lancement des transports à la demande qui se fera fin mars. Et puis, en fin de journal, Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, présentera le prochain film à l'affiche des mardis du cinéma, Louise en hiver. Démarrons ce journal avec la 22e journée de Ligue 1 qui n'a pas souri aux Monégasques. Au Louis II, face à Toulouse, les hommes d'Adi Hutter se sont inclinés 2-1. La mauvaise série à domicile se poursuit donc pour Monaco qui n'a plus gagné dans son stade depuis le 3 décembre. Les Rouges et Blancs avaient l'occasion de grimper sur la deuxième marche du podium, mais avec ce résultat, ils en sont désormais éjectés. Pas plus de joie à Saint-Chamond ce samedi soir pour la Roca Team qui s'est une nouvelle fois fait éliminer précocement de la Leaders Cup. Les Monégasques se sont inclinés en demi-finale 98-92 face au Paris Basketball de TJ Shorts. Plus que la défaite, c'est l'attitude de ces joueurs qui a laissé Sacha Obradovic pour le moins désabusé. Écoutez-le. Why we not playing serious? Why we are, not lack paying attention of the details? Why we didn't, fight for the box out and rebounding, the ball? When was the last time in EuroLeague that people score on us 19 points? Everything what you get, from talent, on the other hand, you get, from physicality, from running, from, it's bad way to lose. This is bad way to lose. So nobody can fight, if you say that you want to win the trophy, then you fight like crazy. Des questions auxquelles les Roca Boys auront le temps de penser puisque c'est l'heure du break de mi-saison pour la Roca Team dont le prochain match est programmé le 28 février à Nanterre. Toujours en basket, le gymnase de l'Annonciade accueillait hier un duel fratricide en huitième de finale du trophée Coupe de France. Le Monaco Basket Association pensionnaire de National 1 affrontait le Monaco Basket Amateur évoluant en National 2 et la hiérarchie a été respectée puisque c'est le MBA qui décroche son ticket pour les quarts de finale après une victoire 82-62. Les espoirs de l'AS Monaco Basket rattrapés samedi après-midi une journée de championnat face à Saint-Quentin. Nous en avons profité pour vivre l'ensemble de la préparation avec eux avant la rencontre. Immersion au cœur d'une équipe en pleine forme avec Justin Adel et Jean-Alexandre Dordet. Cela fait 12 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Mais pour gagner, il faut étudier son propre jeu comme celui des adversaires. Aujourd'hui, les Monégasques sont confrontés à Saint-Quentin et même si une différence existe au classement entre les deux équipes, ce n'est pas un match à négliger. Okay guys, now the most important is good warm-up. Okay, let's go on the court guys. Come on, go. La vidéo est un incontournable pour visualiser les enjeux de la rencontre. Oui, c'est important, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que si les joueurs veulent devenir des joueurs de haut niveau demain, il est important qu'ils apprennent à respecter un scouting et de respecter les caractéristiques des joueurs adverses. Après la salle de réunion, direction le parquet de Gaston Médecin pour s'échauffer. Comme chez les professionnels, cette phase permet d'entrer dans le match. Il reste plus d'1 heure avant le coup d'envoi. Il faut se mettre en place, faut trouver ses repères avant le match, savoir rechuter dans les spots de jeu. Et ça permet aussi de bien rentrer dans le game. Outre les bons résultats, c'est un véritable groupe qui s'est formé. Sans doute la recette. C'est la première saison depuis la création du centre de formation qu'une performance comme celle-ci est effectuée. Un travail sur la durée dont se réjouit le président du club. C'est surtout très satisfaisant pour les enfants. On va dire les gamins ici qui sont du 15 et U13 qui voient un peu la lignée qu'il peut avoir pour eux, pour les 18 et 21, pour arriver en centre de formation. Parce qu'on travaille beaucoup sur les locaux. Là actuellement, par exemple, dans l'équipe U21, nous avons 3 jeunes issus des U9. Donc c'est pour vous dire la progression de chacun. Et derrière, nous, on essaie d'avoir un parallèle avec la Roca Team
Du coup, qui est aujourd'hui la Roca Team qui a un palier qui est assez énorme, mais qu'on essaie de travailler dessus pour se rapprocher au maximum de ce palier-là, quoi. 45 minutes avant le coup d'envoi, retour au vestiaire, toujours d'une manière assez festive. Après les dernières consignes du coach et un cri de guerre, place au match. Avec l'objectif de briguer une 13e victoire consécutive, les Monégasques donnent tout. Le premier quart-temps est compliqué. Saint-Quentin propose une attaque agressive. Le score reste serré, 11-9 après 5 minutes de jeu, 22-20 après 10 minutes. Il faut remobiliser les troupes. Niveau jeu, les espoirs ont montré mieux. C'est à Michael Pivot de trouver les solutions en proposant d'appliquer une autre tactique. The dribble because the paint is wide open. Okay, you can come on, you keep the dribble, evaluate. And là, il y a Vlad was alone with Loic and on the paint. Okay, help situation. Let's go, okay, come on, go. 10 minutes plus tard, les Monégasques se donnent de l'air avec 15 points d'avance à la mi-temps et un score de 50-35. La deuxième période est une formalité. Les jeunes Roca Boys enfoncent le match. Score final, tenez-vous bien, 100-65, avec une 13e victoire consécutive qui fait du bien, malgré un début de match compliqué. À la fin, c'est un très bon match. Il faut pas faire la fine bouche. On a réussi à faire rentrer les U18, dont un qui a fait un très bon match ce soir. On est très contents pour eux parce que ça reste un centre de formation et l'idée c'est que tout le monde progresse. Donc on a énormément de satisfaction ce soir. Un résultat qui permet à Monaco de conserver sa 2e place au classement, de quoi satisfaire les joueurs. Toujours content, une victoire, c'est toujours appréciable et ça fait 13 d'affilée, on peut être trop content. Un match à l'image de cette saison, exceptionnel. Monaco confirme qu'il a un centre de formation qualitatif qui se rapproche des cadres français. En sport toujours, ce dimanche s'est déroulée une régate régionale hivernale d'aviron sous la direction de la Société nautique de Monaco. Plusieurs clubs de Marseille à l'Italie ont fait le déplacement, le tout sous des conditions exceptionnelles. Reportage Justin Adel et Arnaud Imbert. Des clubs de tous les horizons, de Marseille à l'Italie. La Société nautique de Monaco a organisé ce dimanche une régate régionale. Des amateurs aux plus aguerris, tous se sont donné rendez-vous pour s'amuser, se dépasser lors de la 4e édition de la régate du Port Hercule. Aujourd'hui, c'est vraiment une course qui est faite pour que tous les rameurs de tous les niveaux des clubs, on va dire régionaux, puissent venir s'affronter et se faire plaisir en compétition. Et donc, toute la journée, à partir de 10h30 jusqu'à 15h30, on a des courses qui vont s'enchaîner. Des courses qui commencent avec les femmes, suivies ensuite des hommes. On a des courses pour les U14, U16 et U18. Et après, pour les seniors et les masters, on se rassemble en bateau mixte, que ce soit en 4 ou en double. Et donc voilà, l'idée c'est de faire vivre l'aviron à tous les rameurs qui pratiquent. Il y a quelques mois, le Challenge Prince Albert II était perturbé par des conditions météorologiques catastrophiques. Pour cette régate régionale, c'était tout le contraire. Une mer calme, un soleil resplendissant, bref, des conditions météorologiques de qualité pour la saison. Franchement, c'est nickel. C'est le reflet du soleil là qui chauffe le visage, c'est top. Les conditions sont parfaites. Là, c'est parfait, il fait super beau, les gens sont tous heureux, tout va bien, on ne se rentre pas dedans. Donc franchement, les conditions, là, c'est le bonheur. Non, on est un club plutôt loisir, donc on essaie de monter des petits groupes compétition et on se fait plaisir. Quel que soit le résultat, tous ont pris du plaisir, les participants évidemment, mais aussi l'ensemble des observateurs. Ouvrons à présent un chapitre très important, autant pour le gouvernement monégasque que pour tous ceux qui vivent en principauté, la mobilité. Une semaine après la présentation par le gouvernement des mesures mises en place et à venir, nous vous proposons une série de reportages sur le sujet pour vous permettre de mieux comprendre les actions mises en place. Et cela commence par une visite dans le très attendu parking des Salines situé à l'entrée de Monaco. Présentation par Vanessa Dessy et Alex Avial. 1820 places seront bientôt disponibles à l'entrée ouest de Monaco. Le parking des Salines est aujourd'hui présenté comme une véritable solution de mobilité en principauté. C'est un chantier qui a été confié à l'opérateur FPMC par le gouvernement princier. C'est un chantier très particulier parce qu'il fonctionne comme un iceberg. On voit la partie émergente derrière moi, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a 45 mètres en fait, de parking, 15 niveaux de sous-sol et on a 300 000 mètres cubes qui ont été excavés. Vous imaginez les va-et-vient de camions, les pelles,
etc. Donc c'est un chantier qu'on ne voyait pas de l'extérieur et qu'on va donner aux usagers très prochainement. Les salariés pendulaires ou bien les visiteurs extérieurs auront plusieurs offres de mobilité possibles afin de se rendre sur leur lieu de travail ou dans le centre de la principauté. L'offre standard 300 heures va se situer à 51 € par mois. C'est à peu près 50% de réduction par rapport à l'offre standard travail. Elle permet aussi de disposer d'un abonnement bus qui sera délivré avec l'abonnement parking, qui vous permettra d'avoir accès à des navettes rapides que la compagnie des autobus de Monaco va mettre en place, qui desserviront les quartiers de la Condamine avec un terminus à la place d'Armes et le quartier de Monte-Carlo avec un terminus à l'Office du tourisme, avec un maximum de 2 arrêts pour chaque navette. Côté piéton, les Galeries des Salines permettra, avec le prolongement sur la passerelle Wittenberg, d'arriver sur Fontvieille en à peu près 10 minutes. Le parking des Salines devrait être livré courant du mois de mai. Et depuis un mois, la nouvelle bretelle d'autoroute Monaco-Est est en service. Elle a également pour fonction de fluidifier le trafic pour les pendulaires. Mais cela fonctionne-t-il vraiment? Y a-t-il des inconvénients? À la Turbie, Théo Schumer et Alex Avial ont mené l'enquête. La nouvelle bretelle 58 de Monaco-Est n'a qu'un mois et fait déjà beaucoup parler. Avant, lorsque les automobilistes venant de Nice souhaitaient se rendre à Monaco, le tunnel de l'A500 pouvait être fermé aux heures de pointe à cause des normes de sécurité. Aujourd'hui, la nouvelle bretelle permet d'offrir un troisième accès vers la principauté, une bonne solution selon certains automobilistes de passage dans le centre-ville. Le matin, moi je vais à la Turbie de temps en temps et c'est vrai que depuis 2-3 semaines, ça roule beaucoup mieux. Ouais. Surtout au niveau de tout ce qui est sorti du péage. Là c'est clair, moi je gagne 40 minutes. C'est beaucoup plus fluide pour passer ici. En fait, certains du coup prennent la bretelle, certains passent par ici. Ça permet finalement de fluidifier le trafic. Mais pour d'autres, la bretelle n'est pas qu'une bonne nouvelle. Pour l'emprunter, il faut payer plus cher le péage. 3,20 € contre 1,20 € pour se diriger vers le centre de la Turbie et 2,40 € pour le tunnel de l'A500. Sans compter le déplacement géographique des perturbations. Ici, on paye le même prix qu'à Menton pour arriver au rond-point. Autant que je passe par ici. Hein. Ça reste bouché, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à travailler à Monaco, c'est pour ça. Mais, par contre, justement, moi, avant, j'avais pas d'embouteillage et maintenant, j'ai des embouteillages. J'ai senti changement pour passer. Mais arrivé à la bretelle, on se rend compte. Alors, il faut laisser passer une voiture. Sinon, les bouchons. Du côté des commerçants, en revanche, les avis sont plus unanimes. La diminution du passage sur l'artère centrale de la Turbie n'a pas fait baisser la fréquentation des principales boutiques, comme chez ce marchand de journaux. On ne constate pas forcément de gros changements. Voilà, dans ce sens-là, je vois, si vous voulez, moins de voitures qui se cumulent au niveau des bouchons le matin, mais en termes de fréquentation, après, c'est resté à peu près identique à ce que j'avais moi auparavant. Donc c'est pour les clients, surtout en voiture, que ça a fait du mieux. Le problème est donc en partie résolu, mais pour tenter d'améliorer davantage les conditions de circulation, le maire de la Turbie, Jean-Jacques Raffaellet, a demandé à ce que soit installé un carrefour giratoire à Beausoleil. Parmi les autres projets pour la mobilité, il y a les transports à la demande. Des minibus vont être déployés 7 jours sur 7 à titre expérimental dans 3 quartiers de la principauté qui ne sont pas desservis par les lignes de bus. Il s'agit du quartier Platy, du quartier des Fleurs et le quartier de l'Annonciade. Alors comment ce service fonctionnera-t-il? Qui pourra en bénéficier et pourrait-il faire concurrence aux taxis? Écoutez Frédéric Kapler et Hamid Kassoul de la direction de la prospective de l'urbanisme et de la mobilité. Ils étaient au micro de Théo Schumer. Ce transport à la demande a pour objectif de desservir 3 quartiers de la principauté qui actuellement ne sont pas desservis par les transports en commun. La desserte de ces 3 quartiers consiste à faire tourner des bus qui vont pouvoir, aux arrêts prédéterminés, prendre donc des usagers et les amener sur 3 hubs centraux. Les usagers pourront ainsi rejoindre le transport en commun ou une destination finale. Donc les 3 hubs en question sont Monte-Carlo avec l'Office du tourisme, la place d'Armes, Fontvieille, d'accord. Et à partir de là, donc les usagers pourront utiliser donc les autres transports en commun. On aura un minibus pour les personnes à mobilité réduite et 2 Jumpy. Les usagers pourront charger aux arrêts de bus uniquement et à destination des hubs uniquement. C'est-à-dire que vous pourrez partir d'un quartier aujourd'hui qui est non desservi pour aller vers un hub ou d'un hub vers ces quartiers. Et dans ces quartiers, uniquement aux arrêts de bus. Donc
Il ne s'agit pas, c'est pas le but recherché de faire de concurrence au taxi, pas du tout. Le service fonctionnera 2 jours, de 7h à 21h, et également de nuit à partir de 21h en complément du bus de nuit. Tous ces services fonctionneront avec la même tarification que le bus classique, notamment l'abonnement de la CAM sera utilisable ou l'achat de tickets directement à la prise en charge. Et également, le paiement pourra être possible via l'application qui sera mise en œuvre. Sortons du trafic monégasque à présent pour rejoindre la région parisienne. À l'occasion de l'anniversaire des 75 ans de l'adhésion de Monaco à l'UNESCO, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'est produit pour la toute première fois de son histoire à la scène musicale. Un concert exceptionnel qu'ont suivi pour vous José Sacré, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Dimanche 11 février, sous la direction de la très talentueuse chef d'orchestre mexicaine Alondra de la Parra, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était à Paris pour la première fois à la scène musicale, un lieu d'échange, de partage et de découverte, inauguré en 2017 sur la pointe aval de l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, là où se trouvaient jadis les usines Renault. Au programme de ce concert, entre autres, Porgy and Bess de Gershwin, les danses symphoniques de West Side Story de Leonard Bernstein et le double concerto pour guitare et bandoneon d'Astor Piazzolla. Avec 2 solistes prestigieux, le guitariste brésilien Yamandu Costa et le bandoneoniste argentin Martin Sued. Ce concert était donné dans le cadre du 75e anniversaire de l'adhésion de Monaco à l'UNESCO. Son Excellence Madame Anne-Marie Boisbouvier, ambassadeur de Monaco à l'UNESCO, y a accueilli une délégation d'ambassadeurs à Paris. Comme 2 jours plus tôt à Monaco, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les solistes et leur chef, Alondra de la Parra, ont été salués par un tonnerre d'applaudissements et même une standing ovation. Retour à Monaco où ce mardi à 20h, l'Institut audiovisuel projette Louise en hiver au Théâtre des Variétés. Un long métrage animé réalisé par Jean-François Laguioni où il est question de l'apprivoisement du temps et de la solitude. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, vous présente ce film au micro de Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. C'est un film d'animation dont on va parler aujourd'hui, un super film d'animation. Louise en hiver, un film de 2016. Ça vous va quand je dis un super film d'animation? Parfait, très bien vendu. J'ai bien vendu, oui. Que peut-on dire de ce film de Jean-François Laguioni. Ouais. Qui sera là lors de la projection. Qui sera présent, ouais. On en est très heureux. D'autant que c'est un cinéaste qui tourne peu. Il a fait pas mal de courts-métrages, mais en long-métrage, 6 films seulement, en 50 ans de carrière. 6 longs métrages. Que des films d'animation? Que des films d'animation. Mais il faut savoir qu'il est en train de terminer un nouveau film et dont je crois pouvoir dire, pour avoir eu dernièrement son accord de principe et celui de son producteur, il présentera au public de Monaco
une courte séquence de son prochain film. D'accord, très bien. Ça, c'est un petit scoop. Le petit plus de la séance, hormis sa présence, où il viendra nous expliquer sa façon de travailler. De quoi parle cette histoire, ce film, Louise en hiver? Alors, Louise en hiver raconte l'histoire d'une femme âgée, Louise, qui est allée en vacances dans une station balnéaire, Billingen, qu'on situerait peut-être en Normandie, et qui rate le dernier train de retour. Et se retrouve toute seule dans cette plage déserte qui du coup, puisque tous les vacanciers sont rentrés chez eux, et qui va devoir composer avec la situation et devient une sorte de Robinson Crusoe. Oui, parce qu'elle ne reste pas ici 2 heures ou une semaine. Hein, ah bah oui, c'est une saison. A priori, jusqu'à l'ouverture de la saison prochaine. Donc, évidemment, l'imaginaire de Laguioni fait qu'on va découvrir plein de situations amusantes quelquefois, parfois plus nostalgiques, puisqu'elle se remémore certaines situations de sa jeunesse. C'est très poétique. Et c'est excessivement poétique. C'est là où le film, je trouve, est vraiment merveilleux, parce qu'il a une délicatesse, une poésie qui emporte le public, toute génération confondue. Hein. On se dit toujours, film d'animation, c'est pour les enfants. Et on est loin d'un Pixar, hein, c'est très, très artistique. On a même l'impression que c'est un dessin animé sur du papier canson, presque. Hein. Alors, il faut savoir qu'il peint et dessine lui-même old fashion. Voilà, on est plus proche de l'animation façon Paul Grimaud, le Roi et l'Oiseau, que La Patte Patrouille, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un film qui est... voilà, on y rentre, on s'y sent bien, quand bien même Louise traverse un certain nombre d'aventures, parce que on sent que le cinéaste est bienveillant, voilà, et ça nous fait aussi du bien. Écoutez, face à cette bienveillance, on va peut-être aller voir ce film, non? Très volontiers. Allons voir Louise en hiver, donc merci Vincent. Merci Fabien. Rejoignons à présent Justin Hadel pour les prévisions météo de ce début de semaine avec un temps très doux pour ce lundi. Effectivement Yannick, du soleil et quelques nuages vous attendent pour commencer la semaine, le tout avec des températures très douces, 11 à 17 degrés. En mer, ça ne bouge pas avec un thermomètre fixé à 14. Le soleil se lèvera à 7h22, vous pourrez admirer le coucher de soleil à 18h06. Gabin, demain, c'est votre jour. Cette édition touche à sa fin, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec la séquence flashback, tout ce qu'il s'est passé à cette même période les années précédentes. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt.